J'ai descendu le chien, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai mis par terre. J'ai ramassé mes bières. Je suis reparti et je me suis dirigé vers la porte d'entrée avec mes bières. J'ai ouvert la porte, le chien est entré. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce spectacle horrible par terre. Oh mon Dieu! J'ai pris ma femme dans mes bras et j'ai hurlé. Je crois que j'ai lâché ma bière et je suis ressorti par la porte d'entrée. Je ne sais plus si j'ai fait quelque chose dans la maison ou pas parce que j'étais tout retourné. Vous vous êtes baissé pour la prendre dans vos bras. Oui. Comment avez-vous fait ça? Vous dites que... J'en sais rien. Où avez-vous mis vos bras? Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « Judy, Judy, Judy !» Il se rappelle avoir essayé de la relever en la portant et il est possible qu'il se soit entaillé la main à ce moment-là. C'est peut-être à ce moment-là, je sais pas. Je suis sorti en hurlant par la porte d'entrée, je suis allé tout droit chez Belinda et je lui ai crié d'appeler la police. Appelle les flics! La police interroge également une autre voisine qui a assisté à cette scène. Monsieur Brown a entraîné une autre voisine à l'intérieur et après avoir vu la scène, elle est ressortie de la maison pour aller vomir. Comment vous sentez-vous? J'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol de quoi? De tout ce tralala. J'avais une femme. Je sais pas ce qui lui est arrivé. On m'annonce qu'elle est plus en vie. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Ça vous contrarierait pas? C'est ce que je veux savoir, ce que vous ressentez. Je suis très en colère. On ne savait toujours pas si c'était l'agresseur ou si c'était un mari choqué et en colère qui cherchait d'une façon ou d'une autre à se soulager. Il n'est pas toujours facile de s'adresser à quelqu'un dans cet état, mais on lui a expliqué qu'il était essentiel pour nous d'avoir une idée de ce qui était arrivé. Comment ça se passait entre Judith et vous? Vous vous disputiez souvent? Vous ne vous êtes pas disputé hier soir ou ce matin? Quand vous vous disputiez avec Judith, c'était à quel sujet? Je suis avec cette femme depuis 20 ans. Probablement pour les trucs habituels de tous les jours. L'argent est généralement à l'origine de la plupart des disputes. C'était une cause de dispute dans votre famille? Si je disais qu'on se disputait jamais à ce sujet, je serais un menteur. Elle vous reprochait de boire ou autre chose? Non. Judith pensait que vous buviez trop? Avez-vous déjà frappé Judith pendant une dispute? Non. A-t-elle déjà voulu porter plainte contre vous pour ça? Non. Rien de tout ça. Non. Ma dernière question sera sans doute la plus difficile. Êtes-vous impliqué dans la mort de Judith? Vous voulez rien. Je dois vous le demander. Vous voulez rien. Non. L'avez-vous frappé aujourd'hui? Non. Rien de tout ça. Non. Il ne s'est rien passé de tel? Non. Aucune dispute ce matin? Non, absolument pas. D'accord, ça fait partie de mon travail. Vous voudriez rajouter quelque chose? Non, rien du tout. Ross Brown a donné sa version des événements à la police. A-t-il omis de mentionner certains détails? En a-t-il falsifié d'autres? Ou, s'il est l'auteur du meurtre, s'est-il forgé un alibi? S'il n'a pas menti, et si l'on tient compte de l'heure indiquée par l'amant de Judith, le crime s'est produit quelques minutes seulement après son départ de la maison quand il était sorti promener son chien sur la plage. Pour mettre en corrélation les éléments contenus dans le récit et les faits réels, les policiers retournent sur les lieux pour récolter davantage d'indices. Il y avait des empreintes de pattes et de chaussures ensanglantées dans presque toutes les pièces de la maison. La plupart étaient très nettes, mais d'autres étaient invisibles à l'œil nu.
J'ai fait apparaître les traces de sang qui n'étaient pas très nettes en utilisant un produit chimique. J'ai utilisé du violet de gentiane. J'ai identifié des traces de chaussures ensanglantées qui appartenaient à Ross Brown. Et chose intéressante, les petites traces de sang dans la salle de séjour avaient été laissées par le chien, Floyd. Floyd a traversé le salon pour aller jusqu'à la cuisine et il est ressorti par la porte du garage. À côté de cette porte, la police retrouve des traces de pas de Ross Brown. À côté de ces empreintes, il y avait des gouttes de sang, et l'analyse ADN a révélé que c'était en fait le sang de Ross Brown. Elle menait à la porte coulissante que le chien avait apparemment empruntée pour sortir, et il y avait aussi du sang de Ross autour de la chaîne de sûreté. Pendant l'interrogatoire, Ross Brown ne m'en avait pas parlé. Retrouver ses empreintes et son sang sur la scène du crime n'a rien de surprenant. En revanche, l'endroit où elles sont localisées l'est davantage. Le fait que Ross Brown ait marché dans le sang de sa femme et soit allé dans la chambre qui avait été mise sans dessus-dessous nous intéressait. Les traces de pas indiquent qu'il n'y a pas eu un seul aller-retour, mais deux. Il a marché dans le sang. Il est entré dans la chambre. Il en est ressorti. Il a encore marché dans le sang. Il est retourné ailleurs dans la chambre et il est ressorti. Ce sont les traces d'une personne très calme, et pas du tout celles d'une personne normalement prise de panique. Plus intéressant encore, Ross Brown a ensuite marché dans le sang de sa femme pour aller jusqu'à cette porte. Il l'a ouverte et apparemment, il a laissé le chien sortir. Ça ne correspond pas au comportement d'une personne qui trouve sa femme baignant dans une mare de sang et qui réclame des secours. On a emporté le pick-up de M. Brown au commissariat de Maitland pour l'examiner et sur le plateau, on a trouvé une trace de patte. Et le résultat des analyses a montré qu'il s'agissait du sang de Judith Brown. Comment s'appelle le chien? Floyd. Floyd. Où était Floyd à ce moment-là? Est-ce qu'il est ressorti ou est-ce qu'il allait et venait? Je crois qu'il se promenait dans la rue. Et on me l'a ramené. Il a demandé à son chien de grimper dans le pick-up, ce qu'il ne pouvait pas faire. Il a dû porter le chien pour le déposer sur le plateau. Le chien a gambadé devant la maison et dans la rue. Pourtant, cette empreinte de pattes ensanglantées était bien visible et bien nette. Logiquement, le sang se serait dissipé si le chien s'était effectivement promené. Mais là, elle était très nette. Si ça s'était passé en fin d'après-midi, si Ross avait déposé son chien sur le plateau, alors que la police était là, elle n'aurait jamais été aussi nette. Il fallait donc savoir de quand datait cette empreinte, du matin ou de la fin de l'après-midi. Les bouteilles brisées posent également problème. Il y avait du verre partout, dans la salle à manger, le vestibule et même dans la chambre. Ça ne correspondait pas vraiment à l'histoire qu'il m'avait racontée. Il disait être entré et avoir lâché les bouteilles en la voyant morte sur le sol. L'autre détail qui a tout de suite retenu mon attention était le cercle de sang sur le mur de séparation dans le vestibule. En le voyant, j'ai pensé qu'il correspondait au culot d'une bouteille de bière et ça ne correspondait pas non plus à l'histoire que Ross Brown m'avait racontée plus tôt. Ça contredisait complètement ce qu'il nous avait dit. S'il avait immédiatement laissé tomber les bouteilles, on n'aurait jamais retrouvé cette trace. Les enquêteurs se demandent si ces bouteilles ne seraient pas l'arme du crime. Pendant l'autopsie, on a remarqué aussi que son bras avait de nombreuses égratignures. De plus, on a retrouvé des fragments de verre incrustés dans sa peau. J'ai alors imaginé que Judith avait peut-être essayé de se protéger d'un jet de bouteille de bière. Une bouteille n'a cependant pas pu causer le traumatisme crânien de Judith. L'entaille de 11 cm et la fracture du crâne sont dues à un objet beaucoup plus lourd. Dans cette entaille, on a trouvé de la matière que l'on a identifiée comme étant de minuscules particules de peinture. Elle se trouvait à une telle profondeur qu'elle devait provenir de l'arme utilisée pour la frapper.
On a alors demandé à des membres de sa famille et des amis s'ils pouvaient nous aider, s'ils voyaient un objet dans le vestibule pouvant servir d'arme. Plusieurs personnes nous ont alors parlé d'un butoir de porte en céramique dans l'entrée. Il s'agit de l'un des butoirs de porte fabriqués et peints par la mère de Judith. Alors la police obtient d'elle un second exemplaire. Puis, elle compare des fragments aux particules retrouvées dans la blessure de Judith ainsi qu'aux morceaux de céramique découverts sur la moquette de la chambre. Et ils sont en tout point identiques. Nous étions convaincus que c'était l'arme du crime. Je l'ai ouverte. Vous l'avez poussé, qu'est-ce que Floyd a fait? Il est entré. Il est entré avant vous. Ouais. Et vous, vous avez vu Judith dès ce moment-là. Dès que la porte s'est ouverte, ma femme était allongée là. Environ 4 jours après le meurtre, Ross Brown a accepté de revenir chez lui pour nous aider dans nos recherches. Il était très important de passer par cette étape parce qu'il y avait beaucoup de points depuis le premier interrogatoire qu'il fallait clarifier. Et beaucoup de choses qu'il nous avait racontées contredisaient ce qu'on avait trouvé. Ross, vous pouvez faire une pause quand vous le souhaitez. Non, ça va. Dites-le nous. Non, ça va. Pendant cet interrogatoire, Ross nous a de nouveau raconté ce qui s'était passé. Je suis arrivé ici et elle était allongée là. Je suis sûr que la bouteille est tombée. Je me suis précipité par terre. D'accord? La bouteille est par terre, qu'est-ce qui se passe? Je la laisse tomber. Vous savez où le chien est allé? Il est allé par là? Parce que, comme vous le dites, Judith était ici. Il l'a évité ou il a tourné autour? Le chien est là avec nous. Le chien était ici. J'en suis sûr. Il a pu s'en aller par là. Je ne sais pas vraiment ce que le chien a fait après ça. Après vous être relevé, vous ne savez plus. Vous êtes allé quelque part? J'ai pu aller par là. Là, vous me montrez votre chambre. J'ai pu aller dedans en tempêtant. Vous êtes allé ailleurs? Je crois que je suis tombé ici, comme je l'ai déjà dit. J'ai dû reculer et je suis parti à la renverse. Vous vous souvenez d'être allé dans une pièce, dans cette chambre? Ouais. C'était la pagaille partout. C'est sûr, c'était la pagaille partout. Alors, vous pensez être entré dedans? Ouais. Vous êtes revenu ici? Vous êtes revenu voir Judith en sortant? Non, je crois pas. Juste avant que vous quittiez la maison, où était Floyd? Vous avez vu Floyd? Aucune idée. La mémoire des gens, surtout quand ils ont subi un grand choc comme M. Brown, si c'était une victime, peut être altérée. Parfois, elle s'améliore après quelques jours et l'objectif de ce second interrogatoire était de le mettre en situation pour qu'il retrouve la mémoire. Il fallait lui donner une seconde chance de corriger les erreurs de sa première déposition. Les enquêteurs lui font faire le tour de la maison pour voir s'il peut retrouver la mémoire. Êtes-vous venu ici et avez-vous vu quelque chose dans la cour ou rien du tout? Je suis entré par là et je ne me suis pas occupé de cette cour jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Cette porte-ci? Ouais. Si vous regardez par là, vous pouvez me dire si elle était ouverte, fermée ou à moitié ouverte? Elle devait être fermée. Avant de partir à 9 h, vous avez fermé cette porte à clé? On a dû la fermer à clé bien avant ça. On a dû la fermer avant que les enfants partent à l'école. Vous vous êtes dit qu'elle était encore fermée de l'intérieur? Fermée de l'intérieur. Nous n'avons pas dit à Ross que nous suspections la statue d'être l'arme du crime. En entrant ici et en regardant autour de vous, y a-t-il quelque chose dans la pièce qui ne soit pas à sa place ou qui ait disparu? On voulait voir comment il réagirait et s'il nous en parlerait. Au départ, quand on est entré, il n'en a pas parlé. En regardant par ici, est-ce qu'il manque quelque chose dans le vestibule, une chose qui devrait être ici? Il devrait y avoir un butoir ici. C'est uniquement quand j'ai attiré son attention sur le vestibule et que je lui ai demandé s'il manquait quelque chose qu'il nous a dit que le butoir de porte avait disparu.